Alexis d'être avec nous aujourd'hui pour un nouvel épisode. On est chez toi dans le 17e. Merci de nous recevoir. On est très heureux de t'accueillir. Tu as un super parcours un peu différent des entrepreneurs qu'on a l'habitude de recevoir, qui sont souvent sur des projets un peu tech. Toi, tu as cofondé Insect. Est-ce que tu peux commencer par te présenter pour... Oui, alors on aura peut-être le débat, mais pour moi, Insect, c'est de la tech aussi, c'est une forme de tech différente, digitale, voilà. Agritech, foodtech. Moi, donc, Alexis Angot, j'ai 40 ans, je suis un ESSEC. Je suis diplômé en 2008 et j'ai fait la chaire entrepreneuriat social, qui est quelque chose que je répète régulièrement parce que c'est vraiment un élément important de mon parcours à l'ESSEC. Et puis je me suis spécialisé justement dans ces social business et cet entrepreneuriat à impact dès mes études. Et alors j'ai travaillé pendant quelques années en microfinance à ma sortie de l'ESSEC et en parallèle de cette expérience professionnelle, j'ai fondé une association avec un ami, Antoine, association qui avait pour objectif totalement non lucratif de reconnecter les urbains à l'origine et au devenir de leur alimentation. Donc on faisait des projets le week-end, pendant les vacances, dans des écoles, dans des centres sociaux, on installait des potagers, des ruchers, des composteurs. Rien de très entrepreneurial au sens entreprise du terme, mais à un moment donné, on tombe sur un rapport de la FAO, parce qu'on lit beaucoup de choses, et on tombe sur le fait que les insectes pourraient être une partie de l'alimentation de demain. Et donc on se passionne pour ce sujet, simplement on se dit que c'est pas une association, une ONG qui peut porter le développement d'une industrie de production et de transformation d'insectes, et on décide donc de créer une entreprise en 2011, avec donc Antoine, avec qui j'avais fondé l'association, et également deux autres amis à moi, Fabrice et Jean-Gabriel. Et donc c'est le démarrage de l'aventure Insect. Donc voilà aussi, c'est un démarrage pas banal, parce qu'en fait ça vient d'une association. C'est une idée qui a spin-offé d'une association. En général, on a des spin-offs soit d'entreprises, soit de labos de recherche, soit de centres de recherche. Là, c'est une spin-off d'association. Voilà un peu pour la petite histoire. La petite histoire dans la grande histoire. Quand tu crées l'association, t'as quel âge je suis en sortir de l'ESSEC, donc 2008, j'ai 24 ans. Okay. Et puis voilà, l'association va bien se développer. On va avoir un salarié, on a à peu près 100 000 € de budget par an. Okay. On a fait des 200 interventions dans plein d'écoles partout en France. Donc c'était une belle structure. On a dû un peu la mettre en pause une fois qu'on a lancé Insect parce que on avait juste plus de temps de gérer deux structures en parallèle. Mais ça a été vraiment le chaudron de bouillonnement d'idées. Et d'ailleurs, on a lancé également une autre entreprise suite à cette association. On a lancé un cabinet de conseil en gestion de déchets organiques qui existe toujours d'ailleurs, une dizaine de salariés à Cergy et à Metz. Voilà, les deux localisations un peu originales là aussi. Mais c'est un cabinet qui donne du conseil pour des structures publiques et des entreprises privées sur la manière de gérer les déchets organiques qui sont amenés à produire, qui est maintenant une obligation légale de devoir les gérer. Voilà. Okay. Et donc toi, t'es à plein temps sur l'association Alors non, à l'époque, encore une fois, moi c'est une association qui est totalement, volontaire, bénévole, à côté de notre... Donc moi je suis en microfinance, je bosse au Crédit Municipal de Paris, c'est une banque française qui est un peu particulière, je rentre pas dans le détail. Et donc l'association c'est vraiment à côté de nos boulots respectifs, dans le sens le plus classique qu'on peut imaginer du bénévolat. Mais encore une fois, ça a été le terreau favorable, terreau fertile à la création d'autres idées qui pour le coup sont devenues des entreprises. Voilà. On se demande toujours comment trouver des associés, donc la réponse c'est créer des associations. Éventuellement, c'est une voie qui est pas banale. Je sais pas forcément la voie sur laquelle il faut absolument tout miser, mais ça en fait partie. En tout cas, j'invite vraiment les gens ceux qui aspirent à devenir entrepreneurs, mais qui souhaitent pas le faire seuls et qui n'ont pas forcément une idée qui les éblouit, mais qui sentent quand même qu'ils ont cette patte, cette envie de devenir entrepreneur, à rentrer dans des réseaux. Et moi, c'est ce que j'avais fait. Et je suis rentré dans énormément de réseaux pendant ma scolarité à l'ESSEC. J'ai été beaucoup à l'étranger, dans des réseaux sur les sujets d'environnement. En France, il y avait pas mal de choses qui se montaient aussi. En 2004-2008, on est à une période où les sujets environnementaux montent, mais ils restent quand même un peu confidentiels, assez niche. Et du coup, les gens qui s'y intéressaient se retrouvaient assez facilement. Donc on avait des rendez-vous tous les mois, tous les 2 mois dans des cafés parisiens pour rééchanger. C'était une petite ébullition. Et en fait, en forçant comme ça un petit peu les rencontres, en se forçant à aller auprès des gens, en fait,
on a des rencontres. Et typiquement, ma rencontre avec Antoine, qui est un agro-paritech, c'est quelqu'un qui me dit « Écoute Alexis, j'ai rencontré quelqu'un d'autre. Enfin, comment tu rencontres, vous êtes tous les deux passionnés de compostage, c'est pas banal, rencontrez-vous. » Et simplement, voilà, si j'avais pas exprimé cet intérêt pour le compostage à d'autres personnes à l'occasion de ces rencontres, et ben, cette rencontre-là, ce serait pas faite. Et d'ailleurs, mon autre associé, Jean-Gabriel, avait cette phrase, moi, qui me parle beaucoup, qui est la chance, ça se provoque. Bien évidemment, on a eu un parcours entre guillemets chanceux avec Insect et je dirais tout n'est pas dû qu'à notre travail. On a eu aussi des bonnes étoiles qui se sont à un moment donné alignées, mais l'alignement des bonnes étoiles, il est aussi la conséquence de chances qu'on a un peu provoquées. Si on décide de pas sortir, si on décide de pas aller au devant des gens, si on décide de pas aller provoquer les opportunités, et ben en fait il se passe moins de choses que si jamais on est dans cette démarche proactive. Et donc cette phrase-là, la chance ça se provoque, je trouve qu'elle elle frappe l'esprit et elle fonctionne bien quoi. Ouais, bien sûr. Ouais, la clé au final c'était de baigner dans un environnement avec des gens qui partageaient la même passion que toi et tu forces un peu les rencontres finalement. Quoi. Exactement. Moi souvent il y a des early entrepreneurs qui me disent Alexis, je sais pas par quel bout le prendre. Et moi, l'un des conseils que je leur donne, c'est force-toi à rencontrer 5 personnes dans le mois ou 10 personnes dans le mois pour leur parler de ton projet. Tu te mets pas un objectif de sortir un produit ou de créer une entreprise à telle date. Ouais. Si jamais on est vraiment en phase d'idéation, c'est difficile de donner des KPI qui soient aussi tranché parce que il est possible que le projet en fait il soit pas tout à fait encore malléable. Par contre, s'obliger à rencontrer des gens et à leur parler du projet, c'est une autre forme de KPI et qui va permettre de à un moment de dire en fait non, le projet il est juste pas viable, il est pas pertinent ou c'est pas le bon moment pour moi, je suis déjà en poste, pour X ou Y raison, c'est pas le bon moment. Mais c'est une autre manière de rentrer dans une démarche proactive par rapport à une situation d'idéation qui parfois, je l'ai vu sur certaines personnes, est un petit peu, pas étouffante, mais ils savent pas par quel bout le prendre et du coup ils sont un peu figés comme les lapins dans des phares. Ouais. Et donc en fait le fait de dire non en fait, sors-toi de l'idée de lever des fonds, de lancer un produit, de lancer une entreprise à telle ou telle date parce que tu es encore un peu trop tôt dans cette phase d'idéation. Par contre, mets-toi un objectif de rencontrer des gens. Ça va t'apporter une autre forme de réponse et ça te donne quand même une forme de dynamique où tu vois les choses avancer. C'est-à-dire que t'en es qu'à 4 rendez-vous, bah non, t'as dit que t'avais fait 5, donc tu te bouges pour aller chercher le 5e. Exactement. Donc parfois, il y a d'autres formes de KPI qui peuvent être pertinentes selon le temps, le moment du projet en fait. Ouais, voilà. Super intéressant. Et donc 2011, est-ce que tu peux raconter un peu du coup ce moment où donc vous prenez de passion un peu pour les insectes, vous vous intéressez beaucoup. À quel moment est-ce que vous dites ok, là go, on y va, on quitte notre job et on se lance? Alors ça s'est pas fait tout de suite, c'est une très bonne question. En fait en 2011 on crée l'entreprise, mais déjà on est donc 4 associés, Antoine avec qui j'avais fondé l'association, mais également Fabrice et Jean-Gabriel qui sont deux amis de lycée, donc on est 4 en tout. Fabrice, Antoine, Jean-Gabriel et moi. 3 ingénieurs, c'est ça? 3 ingés. On est tous formations différentes. Moi, ESSEC, et puis j'ai fait un peu de droit. Jean-Gabriel, polytechnicien. Fabrice a fait NCMAG, une école d'info, informatique. Et donc Antoine qui a fait l'agro-paritech. On sait qu'on a cette intuition qu'il y aura une filière industrielle de production d'insectes à 10 ans, 20 ans, 30 ans, c'est difficile de le dire, mais on a cette certitude que dans le système alimentaire, l'insecte doit trouver une place parce que notamment on élève des animaux qui sont naturellement insectivores et qu'il serait juste logique, naturel de leur donner des insectes dans leur ration alimentaire. Maintenant, la trajectoire pour arriver à cette vision d'une filière industrielle installée, elle est complexe, elle est longue, elle est semée d'embûches. Donc en 2011, on crée l'entreprise, mais on ne quitte pas pour autant notre job, ou en tout cas on va le faire très graduellement. Et on se décide de surtout rencontrer des gens. C'est-à-dire que, un peu à l'image de ce que je disais tout à l'heure, on sent qu'il faut formaliser, qu'il faut formater un peu notre vision, qu'elle est encore très malléable, pas encore totalement figée. Et donc on rencontre des scientifiques énormément. Des gens qui ont monté des industries, des entrepreneurs, des financeurs, des investisseurs. Et voilà, pendant les 24 premiers mois, ce qui est une période assez longue, mais il faut s'imaginer qu'en 2011, on n'a pas de start-up industrielle. Le mot start-up industrielle est un oxymore, ça n'existe pas. Le mot d'ailleurs agritech, foodtech n'existe pas non plus. Les premiers investisseurs qu'on rencontre, ils nous disent de manière très cash, nous on n'est pas là pour financer des prolétaires.
Pour vous donner un peu l'ambiance de l'époque, quoi. Financer des capex, financer du hardware, c'est pas du tout quelque chose qui se fait. On a un petit peu la biotech, donc dans l'univers du médical, mais avec des produits à très très haute valeur ajoutée. Nous, on va sur le marché de l'alimentation, quasiment de la commodité, et donc c'est beaucoup plus difficile de vendre notre projet. Donc on sait qu'on doit être absolument irréprochable sur notre vision, et donc on prend le temps vraiment de la constituer. On met en place des partenariats de recherche, donc peu à peu quand même on avance, on n'est pas uniquement dans la rencontre et dans la discussion, mais on met en place, on structure des choses, et au bout de 24 mois, on a une vision qui est très, très claire. Donc on est en 2013, et là on part en levée de fonds. Et en effet, on arrive à convaincre un investisseur, et franchement il n'y en avait qu'un seul, hein, il n'y avait pas 15 000 qu'il fallait qu'on pouvait convaincre, et on lève 1,8 million fin 2013, début 2014, okay. Et à ce moment-là on quitte tous nos jobs respectifs. Okay. Alors moi j'étais passé à 50%, voilà, on était tous un peu, on avait quand même peu à peu dédié davantage de temps à l'entreprise, okay. Mais on n'y est pas allé tout feu tout flamme. Faut dire aussi que voilà, BPI venait de naître, enfin on est dans une époque où l'univers, l'écosystème tech, innovation n'est pas ce qu'il est aujourd'hui. Voilà. Donc, typiquement, c'est bête, hein, mais les parents, les proches sont inquiets en fait. Ils sont inquiets parce que c'est quand même un peu délirant de partir dans un projet comme ça. Et il n'y a pas d'entrepreneur autour de nous. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'équivalent, il n'y a pas de personne pas de parcours entrepreneurial dont on puisse s'inspirer pour dire bah si c'est possible, voilà. Donc on y va de manière un peu mesurée, mais aussi parce que la vision le nécessitait. Il nous fallait maturer cette vision et on a pris le temps de le faire. On parle pas mal sur des produits plutôt digitaux, pas tech, parce que c'est aussi de la tech, mais la notion de MVP, donc commencer à faire des petits logiciels, des trucs comme ça. Sur une boîte industrielle, forcément, j'imagine c'est très différent. Il y a peut-être des protos physiques, mais est-ce que tu peux parler un peu de cette phase-là? Ouais, alors en plus, notre histoire, elle est pas banale, elle est assez originale. C'est qu'en fait, quand on lève les fonds, donc en tout début 2014, fin 2013, début 2014, notre levée de fonds est assez originelle parce que on sait qu'on a qu'on a une histoire. On va voir les gens, on leur dit, écoutez, nous on veut élever des insectes et les transformer en alimentation. Donc, soit ça les fait délirer, soit ça les fait marrer, soit ils nous prennent pour des tarés. Donc voilà, même ceux qui nous rencontrent, on ne sait pas tellement quel est leur sérieux derrière. Et en fait, on va en jouer un petit peu, puisque quand on va les voir, les investisseurs, on va leur dire, écoutez, par contre, on n'a pas d'élevage à vous montrer, on n'a pas de brevet, on n'a pas de contrats commerciaux et on a une réglementation qui nous interdit de vendre ce qu'on va produire. Donc en fait, les mecs se disent, mais on surjoue un petit peu le côté. On n'est pas prêt. Ouais, soit on n'est pas prêt, soit on est vraiment out of the box, quoi. Et pour ceux qui acceptent, qui daignent nous recevoir, on leur explique que sur chacun de ces points-là, qui sont en effet des gros sujets, des grosses hurdles, quoi, des grosses barrières à franchir, on a des bonnes réponses. Donc typiquement, on n'a pas de brevet. Oui, certes. Par contre, on a réfléchi vraiment la techno notamment de reproduction et la techno de grossissement des larves d'insectes. Et on a en tête quels vont être les brevets à déposer. On a travaillé avec un cabinet de propriété intellectuelle. On sait précisément quel est l'univers, la cartographie des brevets déjà déposés et on sait comment se positionner. Et donc, on sait, post-levée de fonds, exactement quel travail il va falloir faire pour avoir une stratégie de propriété intellectuelle qui sera très bankable à l'occasion de la future levée, de la levée d'après. Okay. Et donc ça, en fait, c'est un discours qui est très rassurant pour l'investisseur. Quelque part, le fait qu'on n'ait pas de brevet à l'instant T était largement compensé par le fait qu'on avait une vision brevet et IP très claire et finalement très profonde, très lointaine. Sur la réglementation, on le dit, certes, la réglementation ne nous permet pas de vendre des farines d'insectes pour nourrir les poissons, les volailles qui sont le marché qu'on vise à terme, mais on l'a bien étudié et on sait qu'on peut, dans un premier temps, vendre notre farine pour nourrir les chats et les chiens. Alors, c'est pas forcément le marché premier auquel on avait imaginé, mais on a fait ce travail d'études réglementaires et ça reste quand même un très gros marché sur lequel on peut déjà se développer largement et en parallèle faire un travail de lobbying sur la réglementation pour nourrir in fine les poissons et les volailles. Sur le fait qu'on n'avait pas d'élevage, qui là aussi pouvait paraître un gros point d'or, parce qu'en général on vient voir un investisseur, surtout pour lever 1,8 million, ce qui n'est pas une petite somme, surtout à l'époque. On a dans son garage, dans son grenier, dans un labo de recherche, un petit proto d'élevage à montrer.
Nous, on n'avait pas ça. Par contre, on avait trouvé un acteur qui faisait déjà de l'élevage d'insectes en France et qui en fait nourrissait des animaux de zoo avec ces insectes-là. Donc il était sur un marché ultra niche, mais néanmoins, il avait une vraie expérience de 10 ans, 20 ans d'élevage d'un insecte. Et donc, on avait fait un partenariat avec lui. Et donc, on s'était mis main dans la main. Si jamais on réussit notre levée de fonds, tu rejoins l'entreprise et on intègre en fait ton élevage au sein de l'entreprise. Et donc, ça avait beaucoup plus de valeur que de faire un petit élevage dans notre coin, alors même qu'on n'avait pas d'expérience. Là, en fait, on rattachait à l'entreprise quelqu'un avec une grosse expérience qui pouvait nullement être contesté. Et donc, voilà, encore une fois, avec chaque fois, on arrivait auprès de l'investisseur avec des gros arguments, quand bien même au départ, ça pouvait sembler des faiblesses, on contrebalançait par une vraie profondeur qui finalement nous faisait gagner du temps. On pouvait avoir donné l'impression qu'on était 1 ou 2 pas en arrière, mais en fait, une fois la levée réalisée, hop, on passait 5 pas en avant. Et ça a fortement convaincu, rassuré les investisseurs sur notre capacité à avoir une vision voilà, très, très mature, très cadrée, très rationnelle en fait. Et ça nous a fait convaincre nos premiers investisseurs de nous rejoindre. Chapeau, hein, parce qu'en plus c'est vrai qu'à cette époque-là où le financement était moins développé et vous aussi dans une industrie forcément très capital intensive, mais j'imagine que ça a dû être assez épique. Si on revient un peu sur le développement de la boîte en elle-même, donc vous passez de 0 à une usine, de 0 à 130 collaborateurs. Comment est-ce que toi, tu as géré cette évolution ? Tu avais donc une expérience avant en banque, je crois que tu disais. Ouais, en microfinance. Ouais, en microfinance. Est-ce que ça t'a beaucoup servi ? J'imagine que tu as beaucoup appris sur le tas. Est-ce que tu peux parler un peu ? Ouais, j'ai surtout appris sur le tas. En fait, monter une agritech, monter une start-up industrielle, il y avait aucun exemple autour de nous. Donc en fait, il fallait avoir une forme d'appétence pour les terra incognita, quoi, les territoires inexplorés. Et donc, comment est-ce qu'on finance ça ? Comment est-ce qu'on recrute des équipes industrielles ? Comment on recrute des équipes scientifiques ? Comment on crée une culture commune alors qu'on a des scientifiques qui ont 10 ans qui ont fait des post-docs, un doctorat, qui parlent pas un mot de français, qui viennent d'Israël, de Russie, du Vietnam, avec des gens qui sont à Dole dans le Jura, qui parlent pas un mot d'anglais, qui parfois ont jamais pris le train. Comment on crée une culture commune aussi avec des personnes qui sont des profils qui sont extrêmement différents. Et donc voilà, tout ça ça m'a passionné en fait. Et le fait de faire des choses qui n'avaient jamais été faites, pas jamais été faite, mais en tout cas jamais été faite par moi. Il fallait monter une usine. Monter une usine, ça veut dire discuter avec l'inspection du travail, discuter avec la DREAL, donc la direction chargée de l'environnement, discuter avec même les pompiers, parce qu'il y a des sujets en cas d'incendie. Enfin, en fait, on se rend pas compte, mais monter une usine, c'est se confronter à plein de questionnements. La gestion de l'eau, les transports, la voirie. Bien évidemment des relations avec le maire, le député du coin, la région, les financeurs, la caisse des dépôts, enfin maintenant la banque des territoires. Donc en fait, il y a une multiplicité de partenaires à mettre en musique. Il faut vraiment être le chef d'orchestre. Et c'est passionnant en fait. C'est vraiment passionnant de voir finalement c'est une forme de bébé qui grandit et qu'on fait à plusieurs. C'est pas c'est vraiment un travail collectif. Il faut arriver à fédérer et à émuler, à encourager. Et donc après 2011, tu as quitté Operational Mode en 2020, c'est ça ? Moi j'ai quitté mes fonctions opérationnelles en 2020 exactement. Donc j'étais CFO, secrétaire général, donc directeur financier, et puis ensuite j'ai lâché juste la partie financière, j'ai gardé toutes les autres fonctions, donc RH, juridique, QHSE, qualité, hygiène, sécurité, environnement, qui est une fonction très importante dans l'agritech. Et donc j'ai quitté en effet mes fonctions en 2020, après quasiment du coup 10 ans de bons et loyaux services. Même le projet, on l'a maturé en 2010, donc moi j'aime bien dire que ça fait vraiment une vraie tranche de 10 ans, même si on a créé l'entreprise en 2011. Et donc 2020, c'est pour moi la fin d'un cycle. On est plus de 100 personnes à l'époque, 120, 130. On a levé plus de 200 millions juste en equity et on lève quasiment l'équivalent en dette. J'ai constitué toutes mes équipes, toutes les fonctions support. Et il y a un nouveau cycle puisqu'on a déjà une première usine dans le Jura. Et on va partir sur un cycle nouveau qui est la constitution d'une nouvelle usine. Et donc là, il y a une fenêtre qui est pertinente pour que je passe la main à d'autres personnes, plus spécialisées, plus expérimentées aussi.
Et donc je prends un an, grosso modo l'année 2019 et le début de l'année 2020, pour organiser mon départ. Ça se passe très bien. Déjà, c'était un bon terme avec mes associés, avec mon board. Et donc voilà, donc en fait ma transition, mon départ d'Insect, mon offboarding comme j'aime bien le dire, c'est bien déroulé. Ça se travaille en fait, ça se prépare. Je vois un certain nombre d'entrepreneurs qui sont dont la dernière, le dernier chapitre ne s'écrit pas très bien. Et malheureusement, même si on a une très très belle histoire de 5 ans, 10 ans, 15 ans, si on écrit mal la dernière page, on en garde une forme d'amertume, d'aigreur, de frustration, quelle qu'elle soit. Et moi, j'avais vraiment à cœur de bien écrire sa dernière page. Comme une relation humaine, quelque part, si ça se passe très bien, mais que les 6 derniers mois se passent extrêmement mal, on va rester dessus. Ouais, moi j'ai grandi à la montagne, donc je fais pas mal de ski et j'aime bien cette métaphore du dernier virage avant de passer la ligne d'arrivée, mais c'est un peu… Ouais, mais c'est clé. Souvent, la dernière page d'une histoire, d'une aventure, d'une expérience est celle qu'on retient. Et il ne faut pas la bâcler. C'est vrai qu'il faut aussi partir quand on sent que c'est le bon moment. Parfois, je fais aussi la comparaison avec les sportifs. Parfois, ils font le club de trop, l'année de trop, qui est décevante. Voilà, ils sont en colère, les supporters sont en colère, le coach les vire ou les met à côté en réserve. Voilà, et à l'inverse, on a des gens qui partent un peu pas au fait de leur carrière, parce que souvent ils font quand même encore quelques années, mais voilà, ils écrivent bien la dernière page. Et on a vraiment dans les sportifs les deux types d'exemples. Moi, je suis un footballeur. En foot, on a vraiment des pléthores d'exemples de gens qui ont terminé magnifiquement et d'autres qui ont terminé assez laidement. Voilà. Et super intéressant. Et du coup, donc cette décision de partir, elle est motivée par donc la sensation de clore un chapitre. Ouais. Est-ce que c'est… En fait, ce qui est important, c'est de faire la distinction entre soi et puis l'entreprise. À un moment donné, je me dis que pour le bien de l'entreprise, pour la nouvelle étape, pour le nouveau cycle de l'entreprise, est-ce que Alexis est toujours la meilleure personne au bon endroit ou est-ce que c'est une organisation un peu différente? Et donc moi, je décide plutôt de recruter plusieurs personnes qui vont être spécialisées dans les différentes fonctions que j'occupais avec une grosse expérience. Donc je recrute un directeur RH qui avait 20 ans d'expérience, un directeur juridique qui avait 15 ans d'expérience, une directrice QHSE qui avait 10-15 ans d'expérience. Et bien évidemment, à 3, ils étaient bien plus compétents que moi. Mais on n'aurait pas pu les recruter pendant très longtemps. C'était pas pertinent parce qu'on n'avait pas forcément le temps homme pertinent pour avoir un RH, un QHSE et un juridique. Et en même temps, on n'avait pas forcément les finances pour. Donc voilà, à chaque moment de la vie de la boîte, elle se développe, elle grossit. Et il faut régulièrement se poser la question de est-ce que je suis la bonne personne? Et il ne faut pas avoir d'ego mal placé. Peut-être qu'on peut changer de fonction, peut-être il y a plein de parcours possibles. Et dans mon cas, je pensais vraiment que la meilleure manière, c'est d'aider Insect à franchir la nouvelle étape. C'était de recruter des gens spécialisés avec une expérience profonde qui pourraient vraiment amener Insect à un nouveau cycle, à une nouvelle forme. Comme un insecte qui mue, il y avait une nouvelle mue. Et j'avais très bien réussi les premières étapes. C'était premier stade. Maintenant, il y avait encore un nouveau stade et c'était un peu différent. Bien joué la métaphore. Il y a un sujet que j'aimerais bien creuser un peu avec toi, c'est justement le sujet de humain, mais plus entre vous quatre associés de départ. Ouais. Vous aviez des spécificités par vos parcours assez différentes, chacun, tu l'as dit, dans 4 secteurs différents. Comment est-ce que le dispatch des rôles s'est fait du coup assez naturellement et comment est-ce qu'il a peut-être évolué au cours du projet? Ouais, c'est une excellente question et je pense que c'est clé en fait. Il y a quand même 50% des startups, alors c'est un chiffre qu'il faudrait peut-être un peu vérifier, fact-checker, mais grosso modo, il y a quand même une part non conséquente des startups qui fail, qui échouent, parce qu'à un moment donné, il y a un clash entre associés. En plus, nous on est 4, donc il y a encore plus d'interactions possibles et donc de clash potentiels. Alors on a en effet cette chance d'avoir des parcours assez distincts qui vont finalement assez vite nous positionner sur des fonctions complémentaires et on va rarement se marcher sur les pieds. Mais surtout, ce qu'on met en place, c'est une réunion qui a lieu tous les 3 mois à peu près, au cours de laquelle on va se poser une dizaine de questions
toujours les mêmes et qui vont notamment traiter de la relation entre fondateurs. C'est vraiment une réunion qui se fait de manière très conviviale, un soir chez quelqu'un, un déjeuner. Voilà, on essaie de prendre un temps aussi plaisir parce qu'on va se dire des choses qui vont potentiellement moins nous faire plaisir. Et notamment dans cette liste de questions, il y a est-ce que tu dois rester dans la boîte ? Est-ce que tu es satisfait de tes missions à Insect ? Est-ce que tu as eu des tensions avec l'un d'entre nous lors de ces 2-3 derniers mois, depuis la dernière réunion ? Est-ce que tu es suffisamment payé ? Est-ce que dans ta vie perso, ça se passe bien en ce moment ou pas ? Voilà, là, je t'en livre 5-6, mais il y en a une dizaine en tout. Tous les 3 mois, ça ? Tous les 3 mois. Okay. Est-ce que tu partages toujours la vision d'Insect aussi ? Est-ce que tu partages toujours l'endroit où on va ? C'est-à-dire la fonction, qu'est-ce que tu fais au quotidien, est-ce que ça te plaît, mais aussi est-ce que l'entreprise en elle-même, ce qu'elle fait, ce qu'elle produit, est-ce que tu le partages toujours ou pas ? Et de cette dizaine de questions-là, qu'on rend obligatoire en fait, c'est pas superflu d'y répondre ou pas, c'est obligatoire. On a des profils qui sont distincts, on a des personnalités différentes, on a des gens qui sont plus extravertis, d'autres plus introvertis. Donc les introvertis doivent s'exprimer et ils peuvent pas garder pour eux la petite rancœur, la petite tout ça se fait à l'oral, vous préparez. Tout ça se fait à l'oral, mais on le rédige par écrit après. D'accord, ok. Aussi. Et comme ça, du coup, la réunion d'après, on peut dire bah tiens Alexis, tu exprimais par exemple quelques doutes sur le fait de rester dans la boîte. Est-ce que c'est toujours le cas ou pas ? Ah tiens, tu exprimais que tes fonctions actuelles te plaisaient peut-être un peu moins. Est-ce que c'est toujours le cas ou pas ? Et c'était marrant parce que des fois, au bout de 3 mois, on disait non, mais en fait maintenant c'est bon, j'ai résolu 2-3 trucs et je me souvenais même pas que j'avais dit ça à l'époque. Ouais, voilà, c'est ça. Et le fait de se poser tous les 3 mois et d'obliger les introvertis à s'exprimer, d'obliger les extravertis à écouter, faisait que, en fait, ça faisait que la Coco Minute n'a jamais explosé. Et en fait, le risque, c'est qu'il y a de telles turbulences quand on monte une entreprise et a fortiori, je pense, une start-up industrielle, que si jamais on n'a pas des sortes d'échappatoires de lieux un peu cathartiques où on peut faire retomber la pression, exprimer les amertumes, les aigreurs, les frustrations, les incompréhensions, pour ensuite faire preuve d'une forme de solidarité ou de juste rééquilibrer les choses, et ben on s'expose au fait qu'à un moment donné la cocotte minute explose. Et je pense que ça nous a vraiment sauvés. Le terme est peut-être un peu fort, mais il y a forcément des moments où il y a des montagnes russes qui sont assez fortes, assez dures. Émotionnellement, ça peut être compliqué pour l'un d'entre nous, aussi pour des raisons personnelles, parce que forcément sur une aventure de 10 ans, à titre personnel, il va se passer des choses, a fortiori quand on est 4. Donc voilà, il faut aussi tenir compte de ça, tenir compte du fait qu'il y a des moments où les gens seront plus ou moins bien, il peut y avoir un parent qui va être malade, il peut y avoir un décès, il peut y avoir une séparation, il peut y avoir plein de choses qui vont forcément affecter sa relation au travail à un instant T. Alors, on va pas forcément rentrer dans le détail, mais en tout cas, en tant qu'associé, cofondateur, c'est bien qu'on le sache qu'il y a une personne qui à un moment donné est un peu plus en fragilité, en besoin de soutien. Et en fait, cette solidarité, je pense elle nous a renforcés au fur et à mesure parce qu'on a créé le lieu pour dédramatiser ces sujets que sont est-ce que tu es suffisamment payé, est-ce que tu es content dans ton boulot, est-ce que tu dois partir ou rester. Et à la limite, tu veux partir, c'est pas un sujet parce qu'en fait, dans le sens où comme on se pose la question tous les 3 mois, c'est pas d'un coup il y a quelqu'un qui dit alors qu'on en a jamais parlé, j'envisage de partir, ou là c'est tout de suite drama. Là en fait, comme on s'est posé toute la question, en général il y a souvent des doutes avant qu'on prenne la décision de partir, et donc en fait ces doutes, on le voit venir, et donc on peut anticiper en fait cette sortie. Et c'est sain en fait à un moment donné de sortir. Ça fait partie de la vie d'un entrepreneur, d'un moment donné peut-être quitter son entreprise. Il y a des gens qui le font à vie, mais classiquement il y a quand même des départs. Et donc le fait de l'évoquer régulièrement, ça permet de préparer les choses, d'anticiper. En soi, c'est pas grave. C'est grave si jamais ça n'est pas anticipé et que ça tombe comme un coup près auquel l'entreprise n'est pas préparée. Ok, c'est super intéressant. J'aime beaucoup l'idée de créer un rendez-vous un peu obligatoire pour en parler, parce que... Quitte à dire, désolé, j'ai aucun sujet en ce moment, tout va bien, je suis content dans mes fonctions, je suis content dans la vision de la boîte, j'ai pas de problème perso, j'ai pas eu de tension avec l'un de vous, voilà. Mais voilà, au moins c'est dit. Et par contre, on n'a pas le droit de revenir sur un truc qui s'est passé il y a 6 mois. Bien sûr, parce qu'on est censé l'avoir dit entre-temps. Donc ça permet aussi de forcer encore une fois les gens à exprimer les choses et à pas les garder pour eux. Parce que le coup de il y a 1 an, tu as fait ça, il y a 3 mois, tu as fait ça, il y a 6 mois, tu as fait ça. Enfin, le côté j'accumule, et à un moment donné, j'explose, c'est ce qu'il y a de pire. Bien sûr, Et sur le sujet justement de est-ce que tu es assez bien
payer, je mets un peu les pieds dedans, mais du coup, forcément, moi, je sais, je monte ma boîte en ce moment, donc je vois mes copains qui sont en conseil et qui ont des salaires qui grimpent, ce qui n'est pas forcément le cas, même si vous avez levé des fonds, j'imagine, à votre époque, mais avec quand même le risque et du coup la promesse potentiellement d'une reward future. Comment est-ce que toi, tu as vécu ça plus d'un point de vue perso? Est-ce que ça a été un sujet à un moment est-ce que tu as pu, je sais pas, faire des exites à des levées Alors, nous, on avait fait le choix de s'aligner, entre guillemets, sur celui qui avait le plus de besoins. Okay. Donc, on avait le même salaire tous les quatre. Okay. Et à l'occasion de chaque levée de fonds, on savait qu'on avait un momentum qui était approprié pour pouvoir poser la question du salaire. Okay. Et donc, même si moi, je pouvais avoir par exemple des besoins peut-être moindres qu'un autre, qui pouvait avoir une famille ou que sais-je, on défendait la position de celui qui avait le plus de besoins et on essayait d'avoir la même position. Et je pense que c'était la bonne manière de fonctionner pour pas créer. À un moment donné, je pense que ça peut faire du sens d'avoir du déséquilibre parce qu'on n'a pas exactement les mêmes fonctions, les mêmes responsabilités, mais en tout cas pendant tout un temps au début. Désaligner, pour le coup, me semble davantage contre-productif. Donc voilà, il faut le faire intelligemment dans le temps. Mais encore une fois, au début, je pense que c'était bien qu'on ait tous les mêmes salaires. Mais par contre, on s'était aligné encore une fois sur ce qui mettait, de manière à ce qu'aucun d'entre nous soit dans une situation de... Alors, c'était pas de confort, mais en tout cas, il fallait pas qu'on soit dans une situation d'inconfort trop fort. Voilà. Ok. Et du coup, par rapport à... Donc ça, c'est la question du salaire. Il y a aussi la question de l'equity. Je ne sais pas si tu peux partager ces choses-là, mais comment est-ce que vous êtes répartis un peu Alors, on a fait ce même choix, qui n'est pas forcément, encore une fois, le choix le plus classique. Et d'ailleurs, statistiquement, donc nous, on était à 25% chacun au départ. Mais statistiquement, les startups qui fonctionnent comme ça fonctionnent moins bien que les startups qui ont des niveaux inégalitaires. Ça plaide pas pour l'égalité, mais c'est la réalité statistique. C'est 50-50 versus 51-49. C'est ça. Et maintenant, je pense que chaque situation, chaque entreprise, chaque startup doit vraiment se poser la question. Et c'est pas parce que statistiquement, il y a un petit peu plus d'entreprises inégalitaires qui fonctionnent que les entreprises égalitaires que pour autant, il faut absolument cocher la case de l'inégalité de la répartition du capital. Dans notre cas, ça a été le choix qu'on a fait, il a été, je pense, globalement payant. Mais encore une fois, chaque situation est spécifique. Et du coup, est-ce que vous avez choisi est-ce qu'aujourd'hui la situation est la même ou non? J'imagine. Non, alors la situation a évolué parce que d'une part, on a fait des levées de fonds, on a eu des répartitions de BSPCE qui ont un petit peu rebalancé les choses. Et puis parce qu'on avait aussi des fonctions un peu distinctes avec plus ou moins de pression, plus ou moins de responsabilité. On a pu faire aussi un peu de cash out. Tous les fondateurs n'ont pas fait le même cash out au même moment. Okay. Donc en fait, les cartes ont été totalement rebalancées, on va dire. Mais l'important, c'est qu'encore une fois, la situation de départ, il faut vraiment se la poser. Faut pas qu'il y ait ça, c'est clé parce que la frustration sur l'equity du départ, elle va peser au fur et à mesure dans le temps et notamment quand il y aura de la pression, quand il y aura de la... Voilà. Et donc voilà, cette question de l'equity, on se l'a posée aussi dans les 10 questions là, qu'on se posait tous les 3 mois. C'était est-ce que tu veux revendre tes parts? Même si on savait que potentiellement il n'y aurait pas de possibilité de les revendre, mais est-ce que dans l'idée, exactement, tu souhaiterais vendre tes parts ou pas? Et pareil, ça donnait quand même un indice sur ma situation de famille évolue ou je crois un peu moins à la boîte. Enfin, il peut y avoir plein de raisons derrière une volonté de vendre des parts, mais qui du coup était une question d'entrée intéressante à poser pour pouvoir ouvrir un débat sur d'autres sujets peut-être un peu plus profonds, quoi. Oui, c'est un peu un proxy du niveau d'investissement perso dans le... Oui, mais après, encore une fois, ça peut être aussi juste pour des raisons personnelles. C'est-à-dire, moi, je crois totalement à la boîte, je veux rester encore 10 ans, 20 ans dans la boîte, je suis super content de mes fonctions. Par contre, là, j'ai besoin de sous pour m'acheter un appart, quoi. Par contre, ça peut être aussi, j'y crois un peu moins, ou je veux me lancer sur un nouveau projet, j'ai besoin un peu d'argent. Donc voilà, là, ça tilte sur, attention, il faut peut-être anticiper le départ d'un tel, il faut peut-être se poser la question de le jour de son départ, qui c'est qui remplace, qui c'est qui machin. Donc voilà, cette question-là, elle ouvre à des discussions qui peuvent être pertinentes pour anticiper l'organisation de la boîte, quoi. Ok, tu accompagnes aujourd'hui beaucoup de startups en tant que board member ou autre.
Est-ce qu'il y a des conseils que tu te retrouves donner à pas mal de tes boîtes donc qui sont plutôt dans ce que j'ai compris dans la food tech, dans l'agri-tech, tout à fait. mais bon, conseils qui peuvent être valables à d'autres secteurs. Qu'est-ce que tu vois un peu chez les jeunes entrepreneurs d'aujourd'hui et Ouais, alors ce que je constate, c'est qu'il y a une génération d'entrepreneurs qui est parfois un peu plus jeune qu'à mon époque, et c'est tant mieux, qui se lancent dès les études ou juste après les études. Il y a des milliards de conseils qu'on peut donner. Peut-être si je m'en limite à deux, c'est de bien manager son board. Souvent, on a vraiment en tête de faire attention au recrutement, de mettre en place des process de recrutement. Et je trouve qu'on est de plus en plus accompagné sur cette thématique-là. Le board aussi, ça se manage. Le board, c'est des représentants des investisseurs, des board members indépendants, les fondateurs bien évidemment. Et en fait, tout ça a vraiment beaucoup de pouvoir sur les prises de décision qui vont être assez conséquentes pour la vie de l'entreprise. Et notamment, au tout début de l'entreprise, quand on a un board qui est mis en place, un comité stratégique, et qu'on est jeune entrepreneur d'autant plus, on peut avoir tendance à prendre un peu tout cuit dans le bec, ce qui nous est dit par des entrepreneurs qui ont du succès, des investisseurs qui ont une belle réputation, etc. Tous les board members ne sont pas experts de tous les sujets. Le fondateur ou les fondateurs restent ceux qui ont 100% de l'information, là où les board members qui ne sont pas présents opérationnellement donnent un avis, mais n'ont pas forcément une expertise sur tous les sujets sur lesquels on va les consulter. Et donc voilà, il faut bien avoir en tête ça. Et il faut aussi avoir en tête qu'un board member doit faire aussi son temps et qu'à un moment donné, il doit sortir parce que l'entreprise doit évoluer. Et donc, quand j'ai managé son board, c'est bien évidemment faire sa part du boulot, ça veut dire préparer des documents pour que le board ait l'information qu'il faut pour pouvoir prendre des décisions, mais aussi faire évoluer son board dans le temps et donc préparer les gens, préparer les esprits au fait qu'à un moment donné, ils devront sortir. Donc tout ça, c'est ce que j'appelle manager son board et c'est quelque chose qui est un peu moins présent encore dans l'écosystème, ça se fait de plus en plus. Aux États-Unis, ils sont bien plus avancés que nous en la matière et donc c'est pour ça que c'est un conseil que j'ai souvent l'occasion de donner parce que c'est sur une thématique sur laquelle les gens ont souvent un peu moins entendu de choses. Et le deuxième sujet, mais un peu plus général, conseil que je peux donner, c'est d'ailleurs un conseil que donnait aussi Jean-Gabriel, donc l'un de nos fondateurs. Il disait, la chance ça se provoque, mais de manière un peu plus cash, il disait démerdez-vous. Et en fait, derrière le démerdez-vous, il y a le fait que il faut être dans l'action pour pouvoir créer les opportunités, créer les conditions favorables à un recrutement, à un partenariat, à du business. Certains entrepreneurs sont parfois un peu, peut-être c'est un biais un peu français, mais un peu trop dans leurs produits, trop derrière leur ordi, trop derrière le… Voilà. Et il faut aussi sortir un peu l'extérieur. Une autre manière de le dire, c'est si jamais quand tu sors ton produit et que tu en es satisfait, c'est que tu l'as sorti trop tard. Faut accepter une forme d'imperfection. Faut accepter de se mettre un peu dans une zone d'inconfort, alors pas forcément à 100%. Et donc voilà, faut accepter, quand il dit démerdez-vous, c'est qu'il faut accepter qu'il y ait une forme d'imperfection et c'est pas grave, ça fait partie de la manière d'avancer. Si vous attendez que tout soit vraiment parfait, parfaitement aligné, encore une fois, la compétition, elle ne fera pas acceptera une forme d'imperfection et du coup avancera plus vite. Donc c'est un peu tout ça derrière sa notion de démerdez-vous que j'aime bien dans ce qu'avait dit Jean-Gabriel et que du coup je reprends à mon compte. Ok, ouais, c'est chouette. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'échanger. C'était un plaisir. Et puis à bientôt. À bientôt. Ouais.